Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Chers étudiants, nous allons commencer aujourd'hui une série d'applications concernant les méthodes, la méthode ou bien les méthodes statiques non linéaires équivalentes. On va commencer par la méthode du spectre, donc de capacité selon la TC40. Bien sûr, toutes ces méthodes reposent sur le principe de l'analyse pushover. Donc, on va combiner l'analyse pushover avec les différentes méthodes pour calculer une réponse dynamique par ces méthodes statiques non linéaires équivalentes. Donc, le but de cette application est de calculer une réponse dynamique en utilisant la méthode du spectre de capacité telle que définie par la TC40 et en association avec la méthode pushover. Donc, il y a différentes étapes donc, à suivre. On va essayer d'énumérer ces étapes au fur et à mesure à travers l'exemple qu'on a choisi. Donc, c'est un exemple simple de 3 degrés de liberté, donc, où on a supposé que les planchers sont rigides, ce qui veut dire qu'on peut prendre donc, ce modèle simplifié avec 3 degrés de liberté donc, global. Les masses au niveau des planchers donc, sont supposées donc, constantes 30 tonnes, et puis donc, il y a un dimensionnement donc, on a déjà fait concernant les poteaux et les poutres. Donc, cet exemple à 3 étages sera soumis donc, à une, si vous voulez, une poussée horizontale de type triangle inversé. Donc, où au niveau du rez-de-chaussée, donc on va appliquer 100 kN. Du deuxième étage, donc 100, du deuxième niveau, donc 200 kN. Et du troisième niveau, donc 300 kN. Donc, ça, c'est une des façons de charger donc, dans la poussée. On va voir donc au fur et à mesure comment choisir ce chargement latéral pour faire correspondre par rapport aux méthodes qu'on va utiliser. Donc disons que maintenant, pour simplicité, on va choisir une charge latérale triangulaire inversée. Donc pour le besoin du calcul, si vous voulez, de la réponse dynamique, on a besoin bien sûr d'un spectre de réponse ou bien d'un spectre de demande. On a choisi le spectre de RPA 99 version 2003. Donc, c'est un spectre qui existe dans ce règlement-là. Vous pouvez prendre n'importe quel type de spectre pour la réponse. Donc, on aura besoin de quelques données concernant l'utilisation de RPA, donc concernant les zones, le groupe, le site. Et puis, comme la méthode suppose que le spectre sera un spectre élastique, donc on va choisir un facteur de comportement est égal à 1 pour représenter ce spectre élastique. Là, donc, on va énumérer les étapes au fur et à mesure. Bien sûr, la première des choses dans ce type de méthode statique non linéaire équivalente est de commencer par une analyse pushover. D'accord? Aujourd'hui, donc, il y a plusieurs logiciels qui font ça rapidement. Donc, entre autres, donc, le SAP 2000, on va faire une analyse pushover. Donc, on a consacré donc, une application complète sur l'utilisation de SAP 2000 pour l'analyse pushover. Donc, vous pouvez revenir, je pense, à l'application 17 pour ce détail-là. Donc, à partir de cette analyse-là, donc à la fin, on retrouve notre courbe pushover définie dans le repère VXT, ce qu'on appelle VXT, donc l'effort tranchant à la base, et le déplacement au sommet de la structure à 3 niveaux. Donc là, c'est la première des choses à définir, c'est cette courbe-là dans le repère donc VXT. Donc ça, cette courbe, c'est automatique, elle s'obtient donc par analyse SAP2000. Donc la deuxième étape est d'essayer de transformer la courbe qu'on a obtenue du repère VXT au repère ce qu'on appelle SAGST. SA, c'est la pseudo-accélération, donc SD, c'est le pseudo-déplacement, sur G pour rendre juste cette quantité sans unité. Donc, d'une façon générale, c'est plus explicatif. Donc, pour cela, on a besoin de transformer le X de T qu'on a ici, donc en X étoile ou bien SD. X étoile, c'est parce qu'on l'a utilisé dans le cours. Et puis transformer le V ici, donc l'effort tranchant à la base, en SA élastique sur J. Pour cela, donc on passe par ces équations. Donc on divise ceci par gamma 1 phi 1 n et on divise l'effort tranchant par gamma 1 L1 phi 1 n. Pour le rendre sans unité, donc on le divise encore par 1 sur J. Donc bien on le multiplie par 1 sur J. Avec gamma 1, c'est le facteur de participation qui est égal donc à phi transpose m delta, où delta, c'est le vecteur de distribution, si vous voulez, de la force à la base par rapport au degré de liberté. Si tous les degrés de liberté sont parallèles
à la force d'excitation à la base, donc on obtient un vecteur unitaire 1, 1 partout. Si les degrés de liberté sont perpendiculaires, donc on utilise un 0 au lieu d'un. Donc comme nos degrés de liberté sont tous parallèles à l'excitation du support, donc on utilise un delta est égal à 1, 1. D'accord? M1, si vous voulez, c'est la masse. C'est un scalaire qui est obtenu donc pour le premier mode, donc c'est la masse du premier mode phi transforme 1 phi. Et bien sûr, le facteur de participation, c'est égal à N1 sur M1, donc par définition, on ne considère que le premier mode. D'accord? Comme on a déjà calculé les modes de vibration par SAP, donc on obtient les trois modes de vibration pour cette structure, d'accord? On n'utilise que le premier mode en supposant que ce mode est dominant. Donc, une chose est simple donc à ne pas oublier, c'est que ce vecteur phi 1, donc qu'est-ce qu'on fait? Donc, c'est comme si on va poser au sommet donc, de notre structure une valeur unité et on va recalculer les autres valeurs par rapport à cette valeur unité. Comme ça, donc, cette valeur unité, donc, on va le retrouver dans notre fameux phi 1n. Phi 1n, c'est la énième composante du mode 1. La énième composante, c'est la troisième composante du mode 1. Comme elle est égale à 1, généralement, donc, on oublie cette quantité-là puisqu'elle est toujours égale à 1. Et donc, maintenant, il suffit de transformer. Donc, on a les xt ici, donc dans ce graphe. On le rend SD donc, dans ce graphe. Et on a donc les V ici. Par cette équation-là, donc on les rend en SA sur J. On obtient donc une courbe pushover dans le repère SA sur J, ST. Maintenant, cette courbe pushover, au lieu de travailler sur cette courbe qui est beaucoup plus, si vous voulez, elle est non linéaire, donc elle est continue non linéaire, donc c'est un peu difficile d'utiliser ces équations-là. On va essayer de la bilinéariser, donc on la rendre en deux droites, donc c'est plus pratique de travailler avec les droites que de travailler donc avec une courbe de ce genre-là. Donc c'est pour ça que on va transformer notre courbe push-over donc de ce type dans le repère SA sur G, SD à une courbe pushover de type bilinéaire, donc si vous voulez. Donc là, soit on passe par des étapes intermédiaires, soit c'est la même chose. Donc on peut linéariser cette courbe-là, V et XT, puis la transformer en SA sur G, SD, donc c'est la même chose, ou bien linéariser cette courbe-là, d'accord, en SA sur G, SD, sachant qu'on l'a déjà transformé par rapport à V et XT. Donc c'est la même démarche. À la fin, donc on trouvera une courbe à deux droites, donc qu'on peut utiliser par la suite pour tirer donc les valeurs x étoile g et SA sur g virgule y, c'est-à-dire le yielding, les points yield, d'accord? Ces points yield qu'on aura besoin, donc ici, celui-là, d'accord? C'est celui-là, là, avec celui-là. Donc, on aura besoin pour calculer, par exemple, la richité équivalente ou bien le alpha, donc, qui est donc la richité post-élastique. Donc, c'est ça le but de cette bilinéarisation. Donc, on l'a fait dans notre cas, donc dans notre exemple. Bien sûr, la bilinéarisation repose sur l'hypothèse fondamentale que on a dit, et là, je pense qu'on l'a fait dans l'application 18, c'est toute une application pour transformer une courbe de ce type en rouge en une courbe en bleu, donc bilinéarisée, en supposant que les surfaces, donc, sur ou bien sous la courbe pushover, celle-là et celle-là, donc sous la courbe pushover, doivent être égales aux surfaces sur la courbe pushover. Donc ça, c'est l'équivalence des surfaces, qui est entre autres que simple, c'est l'équivalence des énergies, si vous voulez. Donc là, c'est tout un exercice qu'il faut faire. Donc c'est un système itératif qu'il faut l'utiliser pour arriver à ces deux droites. Donc on l'a fait de façon pratique. Et on a retrouvé donc notre bilinéaire, donc c'est la courbe en bleu, où les extrémités, donc ici le passage, c'est les yielding points, donc c'est le point de limite d'élasticité, qui est défini donc par une valeur 0,233 SA sur G, et une valeur de déplacement SD est égale à 2,88 cm. Ces deux valeurs sont nécessaires pour déterminer, si vous voulez, les caractéristiques propres d'un système à un seul degré de liberté qui nous intéresse par la suite. Donc, cette bilinéarisation, maintenant, on a terminé avec les courbes de capacité. On les a transformées donc en spectres de capacité. Maintenant, on va vers les courbes de deux modes ou bien les spectres de deux modes ou bien de réponse qu'il faut encore les transformer en SASD pour qu'on puisse les superposer avec les courbes de capacité. C'est ça notre but, donc, c'est d'arriver sur un repère de ce type, donc SASD,
d'arriver donc à superposer les deux courbes. Donc, j'ai une courbe de demande, on va voir comment la calculer, et puis j'ai une courbe de capacité qui nous intéresse, donc dans le repère SASD, et on cherche ce point d'intersection qui définit donc l'égalité de la demande, et moi j'appelle ça l'offre et la demande, si vous voulez, donc d'une façon générale. La demande, c'est le spectre de réponse, et l'offre, c'est la capacité donc, que peut offrir la structure en tant que capacité. Donc, pour cela, une fois que j'ai déjà donc transformé, comme j'ai dit, cette courbe-là de capacité en courbe, en spectre de capacité, d'accord, il faut aller maintenant vers la demande et la transformer, parce qu'en général, on peut tracer, donc à partir d'un spectre de réponse, on peut tracer la courbe SAT, dans le repère SAT, qu'il faut la transformer dans le repère SASD pour correspondre à la courbe de capacité. Pour cela, donc, on utilise le SD qui est égal à T au carré SA sur 4 pi 2, d'accord? Et cette transformation, c'est simple, donc c'est vraiment simple, où on arrive, donc on a déjà les SA, on a les valeurs de T, donc on les fait varier, et donc on tire les valeurs de SD, d'accord? Donc on l'a déjà fait, donc dans notre exemple, et on est passé de cette courbe-là, donc si vous voulez, à cette courbe-là, où on a passé de la relation SA sur G période à une relation, donc SA sur G ST. D'accord? Donc, c'est le même type de variation, sauf que les valeurs vont changer, si vous voulez, du point de vue ST. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la courbe de demande. Maintenant, une fois que j'ai la courbe de demande et la courbe de capacité, je vais essayer donc de les superposer pour obtenir ce type de comportement comme je dis. Sauf que je suis la courbe de demande, ce que j'ai ici, c'est une courbe élastique. Donc, il faut que je tiens quand même de la partie inélastique de mon problème. Et pour cela, donc, il faut que cette courbe élastique que j'ai définie dans le repère SA SD, parce que X étoile, c'est SD par définition pour nous, il faut que je lui incorpore la partie inélastique. Pour cela, donc, elle sera réduite. Et ce qu'on appelle la courbe de demande réduite, ou bien le spectre de demande réduit, en utilisant donc une des méthodes, donc une des procédures proposées par l'ATC 40 A, B ou C. D'accord? Une des méthodes, donc, il se peut que c'est la méthode de ce qu'on appelle l'amortissement équivalent, XI, donc équivalent chapeau. Donc là, en appliquant cette méthode de réduction de mon spectre de demande élastique, on a notre spectre qui normalement représente la partie inélastique. Donc c'est pour ça qu'on peut dire que c'est un spectre inélastique. Et puis donc, je fais l'intersection avec la courbe de capacité que j'ai déjà définie dans le repère SAX toile. Et donc j'aurai donc mon point qui m'intéresse, ce qu'on appelle le point de performance de ma structure. C'est ça ce qui est important. D'accord? Donc bien sûr, le but de cette application est de ne pas, et de pas faire donc les procédures A, B ou C, c'est un peu long, donc c'est vraiment un détail qu'il faut peut-être consacrer une application spéciale pour ça. D'accord? Donc, on aura l'occasion peut-être de faire un exemple complet, soit la procédure A, soit la procédure B, ou bien la procédure C. Mais pour le moment, donc, bien sûr, c'est ce que je vais essayer de faire, donc, à partir de cette intersection, donc, pour mon exemple. Donc, je commence par la courbe, si vous voulez, à 5%, la courbe de demande à 5%, et puis j'essaie donc d'incorporer dans le même graphe mes deux courbes, donc, que ce soit la courbe linéaire ou bien la courbe de spectre de capacité. D'accord. Maintenant, donc, je vais essayer donc de réduire mon spectre à 5% en un autre spectre, donc il va prendre cette allure-là. D'accord. Et puis, donc, je vais prendre cette intersection qui m'intéresse. Comme j'ai dit, soit la procédure A, soit la procédure B, soit la procédure C qui va faire ce travail-là. Donc, on peut commencer nos itérations parce que c'est un système itératif par le point, donc, si vous voulez, x de t 5%, et puis on continue au fur et à mesure. Donc, comme j'ai dit, on laisse ça pour une autre application, mais pour le moment, donc, je dis que si vous allez vers SAP 2000, donc tout ça se fait automatiquement et vous aurez ce point de performance directement par SAP 2000. Donc, c'est ce qu'on va essayer de définir dans notre exemple. D'accord. La première des choses dans SAP 2000, c'est que moi, j'insiste toujours sur cette remarque-là, il faut faire attention que votre spectre de réponse ou bien votre spectre de demande est toujours introduit sous la forme SAT. D'accord? Et pas SA sur GT. Donc ça, il faut faire attention. Donc, vous faites rentrer en général SA sur T. Vous pouvez diviser par G, il n'y a pas de problème. Donc, mais en général, donc, on le fait rentrer SAT. Donc, c'est plus pratique parce qu'il va l'utiliser par la suite. Et c'est SAP demi qui va diviser par G
par la suite. Donc, vous obtenez ce type de graphe, vous pouvez le vérifier pour avoir une idée sur la variation du graphe. Donc, ça, c'est ce que vous voulez, c'est le spectre qu'on a appelé le spectre RPA qu'on va utiliser dans nos calculs de demande. Donc, la deuxième des choses, donc, une fois que je fais une courbe pushover par SAP 2000, donc, je vais vers la partie plot et je vais demander de m'imprimer ou bien de m'afficher la courbe pushover, donc, qui est définie dans le repère déplacement au sommet et flottant champ à la base. D'accord. Là, donc, il suffit comme j'ai dit, juste d'afficher cette courbe-là et il vous donne l'allure de cette courbe. Bien sûr, il est intéressant que votre courbe, vous pouvez la récupérer sous forme de fichier, surtout en Excel. Comme ça, vous aurez la possibilité de travailler sur Excel, plus pratique lorsque vous allez superposer vos différentes courbes. Donc, il vous donne un fichier numérique, donc tabulaire, et là, c'est plus pratique pour l'utiliser. D'accord. Donc, une fois que j'ai la courbe pushover, je peux, comme j'ai dit, retrouver mon fichier. Donc, vous voyez que c'est un fichier déplacement en fonction, ou bien la base force en fonction de displacement. Donc là, je peux le récupérer et le rendre sur Excel pour plus de pratique. Une fois que j'ai la courbe pushover, je tape sur ce bouton-là et il me donne directement ce qu'on appelle la courbe du spectre de capacité ATC40. Elle est déjà définie dans SAP 2000, où on va retrouver donc ma courbe pushover en vert, d'accord? Et bien sûr, la procédure utilisée par SAP 2000 pour chaque, si vous voulez, valeur de xi, parce que ça c'est pour xi est égal à 5%, d'accord? Et les autres, c'est pour des xi que vous avez définis ici dans les paramètres. D'accord? Lorsque vous définissez les paramètres, vous allez lui dire, donc, par exemple, 5, 10, 15 et 20%. Une fois que j'aurai cette intersection, donc, je m'arrête. Et donc, pour chaque xi ici, vous allez calculer ce qu'on appelle, par exemple, l'équivalent du point de performance pour chaque xi. D'accord? Chaque xi va me donner un point de performance. Et là, si je fais la jonction de tous mes points de performance, ça me donne cette courbe-là en orange, s'il vous plaît. D'accord? Pour les différents cycles que j'ai choisis. Et là, donc, l'intersection de l'orange avec le vert, qui est la courbe de capacité, elle me donne le point ici. Donc, c'est le point de performance qui m'intéresse, ce point-là. C'est ce point-là, donc, défini dans le repère SD et SA sur G, où vous retrouvez ces valeurs-là, donc ici. D'accord? Ça, il faut faire attention, ça, c'est SA, donc c'est la valeur 0,221, donc ici. D'accord? Parce que ça, c'est distance moins 3 et ça, c'est distance moins 3. Donc, c'est 221 fois G, il faut faire attention. Et le 0,15, donc ici, à peu près, donc c'est 11,5 cm. D'accord? Donc, ça, c'est le point qui m'intéresse. Bien sûr, vous pouvez utiliser d'autres. On va voir qu'on peut calculer ces valeurs-là, donc, et on peut retrouver ces valeurs-là pour qu'ils nous intéressent par la suite concernant, si vous voulez, les parties effectives, que ce soit amortissement ou bien période. Donc, c'est la courbe qui nous intéresse, qui nous a donné donc un point de performance directement par SAP 2000. Dans notre cas, donc, c'est 0,221 et 0,15. D'accord? Donc, je reprends mes valeurs que j'ai trouvées par SAP. Donc, 0,15 mètres et 0,221 G, donc, ou bien 2,168 mètres par seconde au carré. Maintenant, ce SD, c'est l'équivalent de X étoiles, si vous voulez. D'accord? Et ça c'est pour un seul degré de liberté, je dois le transformer pour mon portique à 3 degrés de liberté. Pour cela, donc, je passe par cette formule-là que j'ai utilisée tout à l'heure et je tire donc le xt qui est égal à SD gamma 1 phi 1, avec les valeurs de SD et gamma 1 et phi 1, j'ai dit phi 1, on l'a normalisé égal à 1, d'accord? Il me reste donc 0,15 fois 1,2583, ça me donne un xt au sommet de 0,14 ou bien 14,47 cm. Bien sûr, cette valeur au sommet, on va la redistribuer sur les autres niveaux pour retrouver donc les déplacements de chaque niveau. D'accord? Par contre, avec cette valeur-là de xt, donc, je vais revenir à ma courbe push-over initiale, donc l'effort tranchant à la base et le déplacement au sommet, et je rentre cette valeur dans la courbe pour tirer donc la valeur de l'effort tranchant correspondant. D'accord? Bien sûr, vous n'allez pas tomber sur une valeur que vous allez trouver directement sur le tableau, mais vous allez trouver donc une valeur entre deux valeurs. Là, vous interpolez carrément entre ces deux valeurs. Donc, 14,47, c'est entre 13,77 et 17. Vous interpolez donc et vous retrouvez donc entre ces deux valeurs-là, 165 et 159, vous allez trouver une valeur de 164,229 par interpolation. D'accord? C'est ça ce qui m'intéresse. Donc, l'effort tranchant à la base,
c'est celui-là. Le déplacement au celui-là, 14,47. Et là, on fait beaucoup plus une répartition sur les autres niveaux, donc 2 et 1 de notre structure. D'accord? Donc, vous voyez que je suis passé d'un système à un seul degré de liberté à un système à plusieurs degrés de liberté qui m'intéresse. Donc là, avec ces deux valeurs, maintenant, comme j'ai dit, je passerai par la répartition. Cette répartition se fera à la base de votre mode que vous avez choisi au départ. Par exemple, vous avez choisi le mode dominant, c'est le mode 1. Donc, vous retrouvez ce mode pour l'utiliser dans vos transformations du repère initial, du système à un seul degré de liberté à un système à plusieurs degrés de liberté. Dans ce cas, donc, vous aurez les déplacements sur les trois niveaux et vous aurez donc la distribution de l'effort tranchant sur les trois niveaux. Donc, vous retrouvez ici vos forces au niveau des niveaux. C'est ces forces-là qui vous intéressent pour dire que l'effet, donc E, dans les différentes relations G plus P plus ou moins E d'une façon générale. Voilà, donc, vous voyez que je pars d'un système à plusieurs degrés de liberté, je passe par un système à un seul degré de liberté, je travaille sur un système à un seul degré de liberté, et puis je reviens sur un système sur mon premier système à plusieurs degrés de liberté. Donc, c'est ça ce qui m'intéresse dans ces méthodes statiques non linéaires, donc équivalentes d'une façon générale. Voilà, donc je peux continuer mes interprétations. On a retrouvé notre T effectif et notre Xi effectif 27,6%. Si vous voulez, ça, c'est le SAP qui m'a donné ça. Donc, vous retrouvez ici un T effectif et un Xi effectif qui est B effectif. Donc, 1,446 et 0,27 ou bien 27,6% avec ces deux valeurs. Donc, vous voyez que je reviens au tableau concernant ces résultats. Donc, T effectif et B effectif. Comme T effectif est entre notre T effectif est 1,446, il est, donc on l'a déjà calculé, il est entre 1,414 et 1,59,59. Là, la même chose, je fais une interpolation et je vois que, par exemple, il est situé entre le pas 10 et le pas 11. Donc, je peux visualiser le pas 10, c'est quoi? Et je peux visualiser le pas 11, c'est quoi? Donc, vous voyez que vous revenez à votre visualisation des rotules plastiques concernant donc que ce soit le pas 10 ou bien le pas 11, et vous pouvez interpréter ceci donc, sous forme des différentes classifications que vous allez trouver. Donc, vous voyez que c'est presque là. Lui, il n'a pas ce poteau, donc il est donc dans la phase début de ruine. Donc, les autres nœuds sont déjà en collapse, en CP, si vous voulez, et collapse prevention. Voilà, donc, c'est un petit exemple qui nous a permis d'utiliser la méthode de la capacité, le spectre de capacité ATC40 pour calculer une réponse dynamique d'un système à plusieurs degrés de liberté. Je vous remercie, je vous retrouverai donc dans ma prochaine application sur ces méthodes-là concernant les méthodes statiques non linéaires équivalentes. Je vous remercie.